Avec Hoover, élu en novembre 1928, l'Amérique semble au comble de la prospérité. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs, comme sur le coton. Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris, où l'optimisme règne. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques, assiégées par le public, sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles. Grève chez les dockers. Les commerçants protestent contre les mesures fiscales. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Dans Paris et dans les grandes villes, des soupes populaires viennent aider les sans-travail. C'est l'émeute, place de la Concorde. Ce 6 février 1934, 15 à 20 000 manifestants se heurtent aux gardes mobiles. On brûle des autobus, on lance des fumigènes, des coups de feu sont même tirés. L'objectif est de pénétrer dans l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement de centre-gauche. Ce jour-là se déroule la manifestation la plus violente en France depuis la Commune de Paris en 1871. Mais qui sont ces émeutiers? Pourquoi une telle violence? Depuis des mois, la France est frappée par la crise économique. Les usines ferment, les files s'allongent devant les soupes populaires. En janvier éclate l'affaire Stavisky, du nom d'un escroc français, d'origine juive ukrainienne. Des parlementaires, des ministres sont impliqués, c'est la crise politique. L'extrême droite se déchaîne. À Paris, les étudiants en médecine font une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers admis à exercer en France. Les royalistes de l'Action française. Des groupes plus ou moins inspirés du fascisme italien. Mais surtout, les grandes associations d'anciens combattants de la guerre de 14 se mobilisent contre le gouvernement. Ce sont eux qui appellent à manifester ce 6 février devant l'Assemblée. Tous prêts à en découdre. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Les groupes qui arrivent là sont des groupes organisés qui sont arrivés pour certains armés avec des revolvers, avec des rasoirs pour couper les jarrets des chevaux de la garde républicaine, avec des différents moyens pour affronter véritablement les forces de l'ordre. Ces affrontements font près de 1500 blessés et 15 personnes y laissent la vie. Mais aucun émeutier ne pénètre dans l'Assemblée, la République est sauvée. En 1934, le Parti communiste français, dirigé par Maurice Thorez, change de stratégie. À la suite de la violente manifestation des Ligues, le 6 février 1934, la gauche française identifie les anciens combattants croix-de-feu du colonel de la Rocque au fascisme et se mobilise. Point levé, socialistes et communistes réclament une alliance antifasciste. Celle-ci se met progressivement en place avec les radicaux sous la forme d'un front populaire
qui accède au pouvoir à l'issue des élections du 26 avril et du 3 mai 1936. Pour la première fois de leur histoire, les socialistes, emmenés par Léon Blum, dirigent un gouvernement. L'espoir suscité chez les ouvriers est immense. Dès le 11 mai éclate la plus grande vague de grève que la France ait connue. Pendant 3 semaines, le pays est paralysé. Les ouvriers occupent les usines dans lesquelles la vie s'organise. L'atmosphère est à la fête. La philosophe Simone Weil parle alors des grèves de la joie. Les réformes sociales entérinées par les accords Matignon, signés le 7 juin 1936, concrétiseront cet enthousiasme ouvrier.